Bonjour à tous. Bon, une compagnie d'assurance, c'est pas toujours très sexy en fait. Et du coup, on s'est dit que, comme beaucoup d'entreprises, on est dans une guerre des talents et qu'il fallait se transformer, faire bouger les lignes, parce que la pérennité de l'entreprise passe par les hommes et par les femmes. Alors, nous avons étudié, et je voudrais partager avec vous ce que nous avons étudié sur le futur du travail, ce que vous voyez apparaître là. Et vous voyez quelques macro-tendances. Alors, je ne vais pas toutes les commenter, mais je voudrais juste vous rappeler que nous sommes en train de passer d'un monde qui était très uni, uniforme, monochrome, à un monde plutôt sous l'angle d'une mosaïque. Vous vous souvenez du corps social avec des cadres et des non-cadres? Ouh, ça c'est important. Avec ses rituels, avec finalement des groupes, son endogamie, son homogamie. Et nous sommes en train d'aller vers une entreprise beaucoup plus ouverte, beaucoup plus créative. Et pour ça, il faut la faire bouger, parce que pour attirer des talents, la renouveler, puisque les pyramides des âges font leur effet, nous avons décidé de scruter davantage le futur. Et en fait, ce qu'on voit dans toutes ces tendances que vous voyez apparaître, c'est que les choses sont beaucoup plus individualisées. Et le mouvement actuel est à l'individualisation et la responsabilisation. Vous le voyez aussi dans les lois, et notamment, je vous incite à regarder, je ne vais pas en parler là, mais la loi sur l'avenir du travail, vous regarderez, c'est très orienté individu. Ça veut dire que nous, RH, qui étions habitués à avoir une population très monochrome, très uniforme, très identique, nous avons à inventer une RH beaucoup plus agile, beaucoup plus souple et beaucoup plus multiforme et en capacité de s'adresser à un public multiple. Voilà, je voudrais insister sur plusieurs aspects. Gestion des effectifs souples, vous voyez ce que je veux dire par là. Polarisation des emplois, ce qu'on observe dans notre métier, c'est que de plus en plus, avec la digitalisation, avec l'automatisation, on se focalise sur un seul type d'emploi, très autour des informaticiens, des métiers très techniques de l'assurance, les actuaires, les souscripteurs sont des termes un peu spécifiques, mais le cœur de métier de l'assurance, tout ça c'est très en lien avec du calcul mathématique et avec du droit. Et nous nous polarisons aussi beaucoup sur les forces de distribution, tout ce qui va être consacré au commerce. Voilà, que ce soit de la distribution salariée ou de la distribution non salariée. Et ça m'amène aussi à dire que dans la nature du travail et aussi dans nos fonctionnements, on est de plus en plus habitué à travailler avec des tiers. Bon, quand vous êtes en informatique, vous travaillez beaucoup avec des informaticiens qui sont des freelances, qui sont de sociétés tiers. Mais dans d'autres métiers, on avait moins l'habitude, un peu en communication, un peu en marketing, vous travaillez pas mal avec des partenaires, mais moins dans les métiers cœur. Et nous avons aussi à inventer à chaque fois ce choix de dire, est-ce que je prends un salarié ou est-ce que je travaille avec du freelance? Ce sont des choix que les entreprises, en tout cas des grosses entreprises comme nous, ne sommes pas tout à fait habituées à faire. Donc on aide et on planifie et on réfléchit à tous ces aspects-là. Voilà, la nature du travail, je voudrais juste commenter ça. Vous savez, c'est comme en théâtre. Vous connaissez l'unité de temps et l'unité de lieu? En théâtre, c'est une grande règle. Dans le travail, on travaillait avec des horaires donnés. On a un peu assoupli après, en introduisant le badgeage et les horaires souples, même s'il y a des permanences. Et puis, on travaillait au travail. On allait au travail. Mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, aller au travail? Est-ce que là, nous sommes au travail? Oui, nous sommes au travail. On a inventé des modes de travail qui, finalement, rendent le travail déconnecté du lieu de travail. Je peux travailler dans mon lieu habituel de travail ou ailleurs.
je peux travailler à des horaires habituels de travail ou ailleurs. Alors ça dépend des jobs, hein. Il y a des jobs qui ont des horaires plus fixes. Mais disons que grosso modo, on a fait éclater ces unités de temps et de lieu. Et ça veut dire aussi, pour une RH qui avait l'habitude d'avoir ses salariés qui badgeaient ou qui arrivaient à horaire fixe, vous voyez, qui partaient le soir à horaire fixe, mais donc tout est différent. Mais finalement, le lieu de travail, mais il y a qui dans le lieu de travail ? On y reviendra. Et puis, bien sûr, alors, ça paraît très bateau de dire l'interaction homme-machine. Ça paraît très, très bateau. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas nouveau, mais ça s'amplifie. Et c'est là où je vais passer au deuxième slide, qui explique un peu ce qu'on met en place. Et si je prends les interactions homme-machine, par exemple, c'est comment j'apprends à travailler différemment. C'est ce qu'on a appelé les nouvelles façons de travailler. Et pour apprendre des nouvelles façons de travailler, c'est à la fois travailler à distance, travailler avec des technologies différentes, mais aussi travailler avec des gens différents, aussi travailler en mode différent, travailler en meute, travailler en tribu, travailler en mode projet, et pas uniquement dans son équipe d'origine. Tout ça fait que nous aidons beaucoup les collaborateurs en les formant à apprendre à travailler de cette façon différente. Mais ça veut dire aussi travailler avec des outils. C'est quoi l'interaction homme-machine ? Eh bien, c'est par exemple des outils qui aident le collaborateur à alléger ses tâches, à éviter des doubles saisies. Ça paraît idiot, mais il y a encore scanner vos emplois, scanner les jobs. Il y a encore un nombre de tâches, pas forcément à grande valeur ajoutée, de recopie de tableaux, par exemple, qui existent, en tout cas dans les métiers de service. Je ne m'exprime pas dans les métiers industriels, mais dans les métiers de service. Donc, apprendre à travailler différemment, automatiser les tâches à moindre valeur ajoutée, j'y reviendrai. Et apprendre à apprendre, c'est ce qu'on a appelé chez nous l'entreprise apprenante. C'est-à-dire, en fait, qu'il n'y ait plus de notion de formation continue. Ah, je vais en formation. L'idée, c'est d'abolir la frontière entre mon temps de formation et mon temps de travail, où en fait, j'apprends. Et donc, de beaucoup influencer et de beaucoup outiller les collaborateurs pour être dans cette dynamique d'apprentissage en tout temps. Parce que, en fait, le truc très rassurant dans notre monde d'aujourd'hui, c'est qu'on est obsolètes tous, de la minute à la minute. Vous savez, avant, il y avait le vieux complexe il y a ceux qui sont nés dans le digital et ceux qui sont nés après. Oh, les pauvres, ceux qui sont nés avant le digital, ça doit être épouvantable. Comment vont-ils s'en sortir ? Mais en fait, l'évolution technologique va tellement vite que même si vous êtes né dans le digital et après le digital, en fait, vous êtes obsolètes très vite. Donc, on est tous obsolètes. Donc, c'est une grande joie. Voilà enfin un principe égalitaire. Et donc, on est tous en capacité d'apprendre et se tenir informés. Maintenant, il faut aussi avoir le cerveau ouvert à l'apprentissage. Et c'est ça l'entreprise apprenante. C'est faire preuve de beaucoup d'humilité et de se dire, mais en fait, je suis un être apprenant, ce qui est vrai, hein. C'est juste vraiment plein de bon sens et quelque chose de totalement évident. Mais enfin, ça vaut le coup quand même d'y penser, parce que ça veut dire aussi que dans un monde qui évolue beaucoup, eh bien, on sera appelé à évoluer beaucoup, à changer de job, j'y reviendrai. Voilà, je ne vais pas tout détailler, mais en tout cas, tout converge vers ces tendances-là. Alors, nous, on a essayé de nommer un peu les évolutions technologiques qui vont arriver dans le monde de la RH. Alors, en fait, elles arrivent et elles sont déjà beaucoup arrivées. On a essayé de les trier en plusieurs catégories que vous voyez apparaître. Mais peut-être qu'avec le slide suivant, je pourrais mieux le commenter. En fait, on a essayé de couper en 3 parties en se disant finalement, il y avait le collaborateur qu'on aidait. Chez nous, vous savez, c'est la donnée qui est maître, hein, la donnée sur nos clients, la donnée sur nos risques. Hein. Un assureur, il va protéger votre maison, il va protéger votre habitation ou garder votre épargne. Eh bien, c'est bien de la donnée informatique. Il n'y a pas d'aspect tangible dans notre offre d'assurance, d'accord ? C'est juste un contrat, c'est du papier. Donc, c'est bien la donnée qui est importante, qui est gérée dans notre outil informatique, qui est notre usine de fabrication. Eh bien, au début, nous aidions le collaborateur. C'est ce qu'on a appelé le collaborateur aidé, par des outils. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'on outille de plus en plus le collaborateur par de l'automatisation, mais aussi par des outils d'aide. Je vais prendre un exemple
notre métier est très régulé. Vous voyez, nos distributeurs, nos commerciaux, eh bien, ils ont des réglementations qui s'appellent le devoir de conseil. Ils doivent apporter un conseil et ils doivent passer par certaines des étapes qui doivent être tracées. Eh bien, le collaborateur augmenté, c'est qu'il puisse faire son acte de conseil, mais sans être dans une contrainte autour de la loi. C'est que tout ça soit fait par son outil informatique, son outil d'aide à la vente, et que tout ça se passe de façon simple, de façon fluide. C'est ça l'exemple du collaborateur augmenté. Je l'aide, il doit répondre à un certain nombre de contraintes, mais en fait, j'ai intégré ces contraintes dans son job, dans son acte de vente. Et donc, il n'a pas plusieurs actes à faire, il n'y a qu'un seul acte à faire. Donc, quand votre conseiller vous demande plein d'informations pour vous parler de votre projet, pour vous parler de à quoi servirait votre épargne, est-ce que vous avez une appétence au risque ou pas, est-ce que vous aimez le frisson des marchés financiers ou pas, eh bien, c'est parce qu'il remplit son obligation de devoir de conseil. Le collaborateur conseiller, c'est être dans un modèle prédictif qui permet d'aller encore plus loin. Nous avons aussi des leviers de motivation. Là, j'attire votre attention là-dessus. On a fait une enquête là-dessus, ce qui nous permet aussi de nous aider à faire bouger l'entreprise pour que l'entreprise puisse être attractive par rapport à toutes les différentes générations et leurs attentes. Bien sûr, tout ça évolue, mais c'est intéressant d'avoir en tête parce que dans notre marché, vous voyez que nos concurrents, par rapport à ces assureurs qui peuvent être perçus comme très poussiéreux, mais qui ne le sont pas, eh bien, nous sommes en compétition pour attirer les talents par rapport à des sociétés de conseil, des startups, les GAFA, etc. Eh bien, nous regardons ces éléments et nous nous disons, mais comment est attractif dans notre métier RH? Est-ce qu'on peut proposer des parcours qui permettent d'être dynamiques? Alors, je vais vous montrer ces parcours. Vous savez, le travail autrefois, j'étais là, je voulais faire carrière professionnelle. Alors, quand vous interrogez les jeunes et que vous leur dites c'est quoi le mot carrière, généralement, vous avez une espèce de brouillard. Personne ne répond tout de suite. Ce sont des mots qui n'existent plus forcément. Un parcours professionnel, une carrière ascendant, c'est le triangle que vous voyez sur ce côté-là. Et en fait, nous, notre croyance, c'est que l'entreprise, elle doit offrir plusieurs parcours. Il y a des gens qui feront un parcours professionnel ascendant, que je vais qualifier de généraliste. Il y a des gens qui seront très experts dans leur métier, qui vont devenir le juriste le plus expérimenté dans quel domaine et qui sont heureux comme ça. Et il y a des gens, et ça peut être les mêmes bien sûr, à certains moments de leur parcours professionnel, qui vont aller d'un endroit à l'autre, qui vont aller d'un métier à l'autre. C'est ce que j'appelle le parcours zigzag, et je crois beaucoup dans cette notion du parcours zigzag. Et c'est ça qu'il faut que dans les grandes entreprises, on développe davantage. Je rentre à l'audit, je continue contrôleur de gestion, et si j'ai un talent oratoire comme notre orateur de tout à l'heure nous l'avait donné, pourquoi n'irais-je pas faire un métier de commercial? Et tout ceci ne pourrait pas se faire, et ce sera mon mot de conclusion, sans que la qualité de vie au travail, sans que l'engagement de nos collaborateurs, sans que les valeurs que l'entreprise promeut et porte en exemplarité ne soient présentes. Je crois que le changement, il sera très culturel aussi. Et pour terminer, je crois que l'ADRH, pour moi, c'est une direction de l'employabilité. Comment je rends les équipes toujours employables et également comment je fais en sorte que la qualité de vie au travail soit à la hauteur de ce que souhaitent les collaborateurs, que tous les enjeux de diversification et d'inclusion soient très présents. Voilà, je crois que j'ai rempli mon quota horaire et je serai ravie de répondre tout à l'heure à vos questions. Merci à vous.